Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava. La nuit porte conseil, on connaît tous cette expression, mais que faire quand le crépuscule se transforme en cauchemar et que rien nous permet de fermer l'œil? Trouble du sommeil quand tu nous tiens, nos invités répondront à mes questions. Nous avons Nathalie Colin-Fagotin, psychologue de la famille. Yorana. Nous avons aussi docteur Thierry Soucy, ORL et spécialiste de l'apnée du sommeil. Yorana, bonjour. Heyari Wong, neuropsychologue à l'Institut Synapse. Bonjour tout le monde. Et enfin, Veyana, une patiente souffrant de troubles du sommeil. Yorana. Alors Thierry, tout d'abord, qu'est-ce qu'un trouble du sommeil? Alors, pour savoir ce qu'est un trouble du sommeil, il faut savoir ce qu'est un sommeil normal déjà. C'est un sommeil réparateur, rafraîchissant, qui n'est pas interrompu ou trop interrompu, pas plus d'une ou deux fois, et qui se déroule selon les âges. Chez l'enfant jusqu'à 12, 15 ou 16 heures, chez le bébé, chez l'adolescent jusqu'à 10 à 12 heures, et chez l'adulte un minimum de 6 à 7 heures de sommeil. En fait, c'est le fameux 7 x 7. Tout ce qui décroche de cette définition et de ce cadre peut se définir comme un trouble du sommeil, c'est-à-dire un sommeil fragmenté, un sommeil non réparateur, un sommeil en trop, c'est-à-dire je dors trop, j'ai une hypersomnie, ou une insomnie, c'est-à-dire une privation du sommeil. Il y a d'autres troubles qui s'appellent les troubles parasomniaques, qui consistent à des troubles du sommeil, comme le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les cauchemars, les gens qui parlent la nuit, qui bougent la nuit. Et donc ça, ce sont d'autres troubles du sommeil, mais qui rentrent dans la définition. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur le trouble du sommeil de façon très générique. Hein. Heyari, quels sont les différents troubles du sommeil que tu rencontres le plus à l'Institut? À l'Institut, ça va dépendre en fait, parce que le trouble du sommeil, il peut venir de plusieurs facteurs. Des fois en lien avec les émotions, je pense qu'on va beaucoup en parler. Des fois en lien avec des difficultés d'ordre un peu physiologique, le tonus postural, la respiration, on va en parler également. Et toutes ces difficultés vont avoir un impact sur la qualité du sommeil et des répercussions au long terme sur le fonctionnement cérebral, etc. Ouais. Justement, parlant des causes avec Nathalie, quelles sont les causes psychologiques courantes des troubles du sommeil? Alors, je dirais que la première cause, il s'agit principalement du stress ou de l'anxiété qui génère beaucoup de difficultés au moment de l'endormissement, notamment. Et puis après, il y a des facteurs plus environnementaux qui peuvent aussi apparaître. Et en particulier, on pourra en parler un peu plus tard, la présence des écrans dans le quotidien. Justement, on va en parler en détail dans quelques instants, mais avant, Veyana, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton expérience autour de tes troubles du sommeil? Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours eu du mal à m'endormir depuis toute petite, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand j'ai accouché, mon sommeil s'est trouvé affecté. Alors, au début, je pensais que c'était naïvement temporaire, parce qu'il était lié à celui de mon fils, qu'à partir du moment où mon bébé ferait ses nuits, ben, je referais les miennes. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça a même empiré. Donc, je connaissais plutôt de l'insomnie. D'accord. Et comment est-ce que tu as essayé de... Parce que je suppose, avant d'aller voir un spécialiste, on essaie de trouver des petites solutions personnelles? Oui, bien sûr, au début, j'ai essayé de prendre des tisanes pour le stress, puisque je suis quelqu'un d'assez stressé, de l'homéopathie, de l'aromathérapie, et puis après, je suis allée consulter mon médecin généraliste pour essayer de trouver une solution. Thierry, quels sont les effets à long terme des troubles du sommeil sur la santé physique et mentale? Alors, le sommeil, c'est une fonction, hein, c'est pas juste un blackout. Donc, ça répare la fatigue, ça répare la mémoire, la concentration, tous les troubles cognitifs. Ça a un effet sur la croissance chez l'enfant. Ça a des effets sur l'immunité. Donc, quelqu'un qui dort mal ou qui a un déficit du sommeil risque d'avoir des troubles immunitaires. Ça a des effets aussi cardiovasculaires. Donc, ça protège le cœur. Ça lui permet de bien s'oxygéner. Et ça crée une espèce d'économie d'énergie qui restitue l'énergie dans la journée. Et donc, à long terme, si cette fonction est déficiente, on retrouve des effets sur tous les organes. En premier, le cerveau, avec de la fatigue, de l'irritabilité, de la somnolence, des troubles de la mémoire et de la concentration. Sur le cœur, avec à terme des troubles qui peuvent aller jusqu'aux troubles du rythme cardiaque, l'infarctus, l'hypertension artérielle qui est très fréquente ici,
Et de la même façon, des troubles de la concentration qui peuvent aboutir à des accidents de la circulation. Les gens s'endorment au volant, donc avec les conséquences qu'on peut imaginer, et tous les troubles qui s'en suivent avec les troubles conjugaux, les troubles au travail, enfin tout ce qui peut effectivement avoir comme conséquence un sommeil perturbé. Rentrons justement dans les détails avec Nathalie. Est-ce qu'il y a des conséquences psychologiques, mentales, face à des troubles du sommeil sur du long terme? Oui, on l'a évoqué, par exemple, la question de l'humeur va être affectée, donc avec une tendance à l'irritabilité, on va s'énerver plus vite pour rien, comme on pourrait dire, ce qui va du coup occasionner, par exemple, certains troubles du comportement qui vont quelque part être amplifiés s'il y a une impulsivité qu'on va retrouver, par exemple, chez l'enfant, chez l'adolescent. Donc un adolescent qui en plus dort mal risque d'être plus impulsif dans ses comportements. Et puis bien sûr, on va aussi décliner toutes les difficultés relationnelles qui peuvent apparaître du fait de cette humeur changeante, par exemple, qui va se transformer en conflit plus violent ou en tout cas plus difficile à gérer. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'aspect par rapport aux troubles cognitifs donc, qu'on a évoqués, liés aux apprentissages. Donc du coup, par exemple, la scolarité peut s'en trouver affectée avec des difficultés à suivre un cours, à juste être réceptif et attentif en fait pendant un cours. Et donc toutes les difficultés ensuite qui vont être entraînées par ces difficultés d'apprentissage avec les conséquences à plus moyen terme et long terme de cette baisse de résultats. Il y en aurait d'autres également par rapport à la concentration. Quelqu'un qui est un adulte, par exemple, peut du coup avoir du mal à assurer ses tâches et ses fonctions dans le cadre professionnel, du fait d'avoir des difficultés à se concentrer, à mémoriser. On va retrouver également, par exemple, dans des confusions. Je pensais avoir fait ça et puis en fait, je ne l'ai pas fait, ou Manque de je me concentration trompe. aussi. Oui, voilà, mais des erreurs, du coup, plus fréquentes qui Mhm. vont amplifier. Alors, tout à l'heure, je parlais du stress. En fait, ça va engendrer une sorte de cercle vicieux, puisque je suis stressée, j'ai des troubles du sommeil, donc je suis fatiguée. Du coup, mes troubles du sommeil m'amènent à certaines problématiques, difficultés. Et ces difficultés auxquelles je fais face dans ma vie professionnelle ou Ça ma vie apporte du personnelle stress. m'apportent du stress. Et Mhm. puis, la boucle est bouclée. Et en fait, voilà, moi, ce que je pourrais dire, c'est que si le cycle n'est pas coupé, on assiste vraiment à une escalade, en fait, en tout cas de l'impact et de la cause psychologique et psychosociale en rapport avec les troubles du sommeil. Et Harry, comment est-ce que ça se diagnostique et comment est-ce que ça se traite, que ce soit chez les enfants, les adultes, les personnes âgées? Est-ce qu'il y a une différence? Nous, généralement, quand les patients viennent à l'institut, on est surtout sur les symptômes cognitifs, parce que c'est un peu le contexte de ma spécialité, et les gens vont surtout venir avec une plainte au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration, de l'organisation, et puis si ce sont des enfants, au niveau des apprentissages. Et c'est quand on essaye de creuser un peu plus qu'on se rend compte que derrière, des fois, dans certains cas, il y a un trouble du sommeil qui est associé. Alors, il faut rester vigilant, parce que quand on discute avec les parents, souvent ils vont dire, mais tout va bien, mon enfant a fait ses 8 heures. Mais il faut y regarder pas que la quantité, mais des fois la qualité également. On l'a évoqué, le bruxisme, des enfants qui ont tendance à ronfler, Le le bruxisme, bruxisme, comme les c'est dents quoi? qui grincent un peu comme ça. Ah d'accord, donc ça aussi c'est un Ouais, trouble du sommeil? ça peut être des signes qui vont nous indiquer qu'il y a un trouble du sommeil, ou du D'accord. moins des difficultés respiratoires, par exemple chez l'enfant, des enfants qui ronflent, ou qui en journée vont plutôt respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Donc tout ça, c'est des petits signes. Puis dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que tout est un peu entremêlé. Et Nathalie a raison, c'est un cercle vicieux, il faut le voir comme vraiment une causalité un peu circulaire où tout s'auto-entretient. Et donc il va falloir tout désamorcer au bout d'un moment. Veyana, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais revenons sur les symptômes que tu as eus et est-ce qu'il y a eu des répercussions au fur et à mesure dans ton quotidien? Oui, parce que vu que j'arrivais pas à dormir, je commençais à avoir des palpitations, des troubles digestifs. Enfin, c'était vraiment un cercle vicieux, comme Nathalie l'a dit. Et ensuite, je me suis beaucoup axée sur mon stress, alors que finalement, c'était un problème de sommeil. J'étais un peu partie sur cette piste, et c'est en consultant que j'ai vu que j'avais un gros problème de sommeil et qui pouvait améliorer le reste. Quel a été ton déclic pour aller voir un professionnel? Parce que tu nous disais tout à l'heure des petites tisanes, etc. Mais à partir de quel moment on se dit maintenant j'ai besoin d'un professionnel?
C'est parce que je me reconnaissais plus. J'étais sur les nerfs, j'étais très émotive et je ne reconnaissais pas mes réactions en fait habituelles et je me suis dit que j'avais besoin d'aide. Thierry, comment est-ce qu'on fait pour remédier à tous ces problèmes? On a parlé des conséquences, on a parlé aussi d'apnée du sommeil, de ronflement, etc. Mais est-ce qu'il y a des solutions entre guillemets miracles ou du matériel qu'on peut utiliser? Alors, c'est un vaste problème. Donc, quand on prend les choses à la base, donc il faut essayer de prouver ou d'affirmer le fait que le trouble du sommeil est d'origine organique, c'est-à-dire qu'il y a une origine en partie psychologique, mais en partie organique au trouble du sommeil. Mhm. Donc ça, effectivement, c'est une démarche beaucoup plus médicalisée, où on va essayer de retrouver à l'interrogatoire, à l'examen, donc des sites obstructifs pour ce qui nous concerne, puisqu'on parle souvent de troubles respiratoires du sommeil, de respiration bouche ouverte, de troubles de la concentration chez l'enfant. Donc l'examen, s'il retrouve une obstruction des amygdales, de la cloison nasale, une mâchoire en arrière, etc., très souvent aussi s'il y a un surpoids associé, on va s'attacher à prouver ou infirmer le fait qu'il y ait donc un trouble respiratoire du sommeil. Donc une fois que l'examen ORL a retrouvé ou pas un site obstructif, en général on demande un examen qui s'appelle une polygraphie du sommeil, c'est-à-dire qu'on fait un enregistrement du sommeil, des données respiratoires, et des données cardiaques et de la position du patient. Comment est-ce que vous faites ces analyses? Est-ce que je dois dormir, par exemple, dans un hôpital pour Alors pouvoir non, être analysé? actuellement, la plupart des enregistrements se font en ambulatoire. Ce sont des enregistrements polygraphiques simples avec une lunette nasale, avec un capteur de saturation d'oxygène, et avec des capteurs de position. Ça veut dire que ça se fait à la maison, c'est ça? En ambulatoire, ça se fait à la maison. Si l'examen est insuffisant, on peut avoir recours à un examen plus complexe qui se fait dans les laboratoires de sommeil, mais qu'on peut faire également en ambulatoire à la maison, qui s'appelle une polysomnographie, où là, on va faire l'analyse des stades de sommeil, l'analyse des mouvements de la mâchoire pour dépister le bruxisme, des mouvements de jambes, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies qui s'appellent très curieuses, qui s'appellent la maladie des jambes sans repos, et qui ont des troubles du sommeil, de l'insomnie, et qui ont du mal à dormir et qui sont épuisés dans la journée. Donc cet examen permet d'objectiver l'existence de troubles respiratoires et d'une fragmentation du sommeil et d'amener aux solutions donc, adaptées qui sont des solutions respiratoires, puisque c'est un problème d'obstacle respiratoire qui doit être levé. Alors il est levé de plusieurs façons, soit c'est une chose simple avec des grosses amygdales et grosses végétations, une déviation de cloison, ça s'opère. Donc ça, ce sont des opérations. Ce sont des interventions D'accord. chirurgicales, donc la plupart du temps chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Soit à l'étage au-dessus, il y a de la chirurgie qui peut être une chirurgie maxillofaciale, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mâchoire très en arrière, qui va lui entraîner des troubles du sommeil, souvent positionnels, D'accord. mais également dans d'autres situations où en fait la mâchoire est trop en arrière pour assurer une respiration suffisante. Donc ça peut aller jusqu'à une avancée de la mâchoire inférieure. Mais sans en arriver là, je vois que vous avez aussi des équipements qui Alors, peuvent permettre d'aider. si les voies sont à peu près libres, en fait, effectivement, il y a plusieurs solutions. Alors, en fonction de la sévérité de l'apnée ou de l'obstacle, il y a par exemple des gens qui ont des apnées qui sont uniquement positionnelles. C'est-à-dire, on enregistre le patient, on connaît sa position, on voit qu'il fait des apnées que sur le dos. Dans ces cas-là, on peut lui conseiller un traitement qui est un traitement positionnel. Il y en a plusieurs types. Et à la base, c'est une ceinture qui comprend une balle de tennis, une espèce de balle de tennis dans le dos, qu'on place au-dessus des épaules. Et donc ça empêche de passer sur le dos. Ah ok, parce que c'est inconfortable, donc Voilà, c'est du coup ça nous inconfortable, pousse donc la à personne ne peut pas rester être sur le dos. côté. Il y a un système un peu plus sophistiqué qui comprend un boîtier qu'on déclenche au moment de s'endormir et en fait qui va vibrer au moment où on est sur le dos. Donc ça te réveille. Ça te réveille, mais tu passes pas des heures à faire des apnées sur le dos, et donc tu es moins fatigué, tu apprends à dormir sur le côté. D'accord. Il y a un autre système qui est réservé aux apnées sévères, que beaucoup de patients connaissent ici, puisqu'il y a maintenant, je pense, en Polynésie, il doit y avoir probablement à peu près 8000 patients qui sont ventilés par cet appareil qui s'appelle une PPC, une pression positive continue, et qui consiste à recevoir de l'air par un masque. Là, c'est un masque narinaire qui consiste à recevoir de l'air
par un petit appareil qui est un compresseur silencieux et qui envoie de l'air sous pression positive. Donc ça existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Et entre les deux, il y a un système qui est aussi un système de gouttière mandibulaire qui consiste à avancer la mâchoire inférieure, que j'ai pas portée aujourd'hui, et qui traite les apnées du sommeil, je dirais modérées et intermédiaires, les cas qui sont suffisamment bénins pour être traités par autre chose que les pressions positives et les appareils de ventilation qui sont réservés aux cas graves, aux complications cardiaques et aux indications plus lourdes. Donc là, on parle de, comment dire, de méthodes physiques, hein. Voilà. Mais Nathalie, est-ce qu'il y a des méthodes psychologiques pour tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, stress, anxiété, est-ce qu'il y a des méthodes, des équipements aussi? Des équipements, non, en tout cas, moi, je n'en connais pas, mais on peut effectivement travailler sur les sources, sur les causes, une fois qu'elles sont identifiées, qui vont être d'ordre psychologique ou psychosocial. Donc, il y a un travail qui peut être fait, par exemple, sur la gestion du stress, de l'anxiété, et plus généralement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, également les émotions, parce que on peut avoir aussi une hypersensibilité au niveau émotionnel que l'on peut apprendre à mieux gérer, à mieux vivre au quotidien. L'idée étant que, en quelque sorte, le moment où le sommeil arrive, le moment où on va s'endormir, soit le plus paisible possible, le plus libéré, on va dire, de tout ce qui peut entraver psychologiquement, émotionnellement, l'entrée dans le sommeil. Et généralement, cette entrée dans le sommeil, elle se fait d'autant mieux si on se sent à la fois pas préoccupé par un certain nombre de soucis, de choses qu'on a à faire, ni de sujets qui nous stressent, et qu'on est émotionnellement plutôt détendu, prêt finalement, et physiquement et psychologiquement, à se laisser aller dans le sommeil. Alors justement, en parlant concrètement, est-ce qu'il y a une solution miracle, entre guillemets, pour enlever ce stress et cette anxiété et mieux dormir par la suite? Malheureusement, non, j'ai pas de méthode miracle à donner, mais par contre, il y a des solutions qui peuvent être tout à fait intéressantes à mettre en place, des petites astuces très simples, et des choses qui peuvent être également mises en pratique assez facilement. Donc, Comme par exemple. alors, comme par exemple, pour les personnes, je vois parfois des personnes qui ont beaucoup de pensées qui les empêchent de trouver le sommeil au moment de l'endormissement. Mhm. Donc, je leur suggère par exemple d'avoir un petit carnet à côté de leur lit qui leur permet de prendre note des potentielles idées qu'ils ont à ce moment-là, parce qu'en fait, s'ils ne les mettent pas à plat, ça fonctionne un petit peu comme un dossier ouvert, et le cerveau regarde un petit peu en mémoire le fait que c'est une idée, une pensée importante, et on n'arrive pas à refermer en quelque sorte notre petit couloir cognitif. Donc là, l'idée, c'est de poser par exemple les pensées. Après, il y a des exercices respiratoires qui peuvent beaucoup aider également. Juste à titre d'exemple, la cohérence cardiaque, qui est une méthode qui a fait ses preuves scientifiquement. Alors rapidement, tu peux nous expliquer en quoi ça Alors, consiste? en quoi ça consiste? En fait, bon, d'une manière guidée, en tout cas, on va en fait pousser, forcer en quelque sorte la diminution, le ralentissement du rythme respiratoire Mhm. en vue de diminuer le rythme cardiaque. C'est-à-dire que je m'oblige à respirer plus lentement, donc je vais faire comme ça un certain nombre de cycles en inspiration, expiration, et petit à petit, en fait, le rythme cardiaque va suivre. Et donc, du coup, en fait, on va agir sur les symptômes en quelque sorte du stress, puisque l'accélération du rythme cardiaque fait partie des symptômes du stress qui sont très connus, y compris l'hyperventilation, la respiration qui est plutôt superficielle au lieu d'être profonde. Donc là, c'est comme la cohérence cardiaque va viser en fait à rétablir d'une part une respiration plus profonde, plus lente, Mhm. et donc induire une diminution du rythme cardiaque qui va, lui, occasionner une certaine détente physique. Puis en dehors de ça, en plus, on va se concentrer finalement à ce moment-là sur notre respiration, ce qui va aussi avoir comme effet de tourner un peu l'attention par rapport à d'autres sujets de préoccupation. Et puis tout à l'heure aussi, je vais rebondir sur toi, Hayari. Tout à l'heure, Nathalie parlait des écrans. Est-ce que ça a aussi un impact finalement dans les troubles du sommeil? Oui, ça a un impact, notamment on entend souvent parler de la lumière bleue. En fait, il faut savoir que dans notre cerveau, il y a un petit endroit qui sécrète ce qu'on appelle la mélatonine et qui va nous permettre, une fois qu'on a un peu moins de lumière, que l'obscurité apparaît, de nous amener progressivement vers le sommeil.
Et le problème des écrans et de cette lumière bleue, c'est qu'elle va diminuer cette sécrétion, comme si on disait à notre cerveau que il faisait toujours un peu jour et que c'était pas le moment de dormir. Et donc ça peut avoir un impact, retarder l'endormissement et du coup avoir un impact. Donc on continue, au final, on continue à scroller encore et encore Exactement, on a voilà. jusqu'à minuit, voire plus. Oui. Et quelles sont les solutions, les petites astuces, comme nous disait Nathalie, par rapport à Ouais. ce problème-là? Les petites astuces, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience à l'enfant, à l'adolescent des répercussions de cette consommation, faire prendre conscience de cela aux parents pour qu'ils puissent rester vigilants et essayer de cadrer cette exposition aux écrans surtout. Oui. Veyana, qu'est-ce qui a permis aujourd'hui à améliorer ta qualité de sommeil? Du coup, depuis janvier, je suis en thérapie à l'Institut Synapse, géré par Hayari et son équipe. Et Mhm. j'apprends des méthodes dont la cohérence cardiaque, le fait de me détendre, apprendre à lâcher prise. Et depuis quelque temps, je revis parce que je redors. Donc, ça marche. Nathalie, tu voulais Je réagir? voulais juste rebondir, oui, sur la question des écrans, parce qu'il me semble que c'est vraiment un sujet, C'est vraiment une problématique qui une revient de plus en thématique, plus, hein. oui, tout à fait. Alors, qui touche les adultes, mais malheureusement qui touche aussi beaucoup les adolescents. Et ça m'amène par rapport à ce qu'on disait en termes de durée de sommeil, durée de sommeil, pardon, il y a vraiment un besoin de prévention, je pense, d'éducation, d'information, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sommeil. Par exemple, chez l'adolescent, voilà, on a dormi 8 heures, donc on considère que si on a dormi 8 heures, ben, on a assez dormi. Ben non, c'est pas forcément le cas. D'abord parce que l'adolescent a un besoin de sommeil plus important du fait de sa croissance, notamment. Et par ailleurs, on n'est pas non plus tous égaux par rapport aux besoins de sommeil. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Donc, attention de ne pas généraliser trop vite. Et la question des écrans, là où elle vient se rajouter, donc ça c'est le premier point, c'est qu'effectivement il y a une question de quantité quand même si ce n'est pas le seul point. Ensuite, il y a la question de la qualité. Et par rapport aux écrans, il y a une recommandation que moi je donne souvent, mais qui est une recommandation qui est beaucoup diffusée au niveau national. C'est le fait d'arrêter les écrans, notamment ceux qui sont le plus proches de notre vue, hein, donc de notre cerveau par rapport à cette histoire de lumière bleue, les éteindre dans l'idéal 45 minutes avant le moment d'aller se coucher en vue de s'endormir pour justement éviter ce côté d'éveil super artificiel qui est provoqué par cette lumière bleue et qui donne en fait l'illusion au cerveau d'être éveillé alors qu'en fait il a besoin de dormir. Et on prend le téléphone aux adolescents, du coup? Alors, là, effectivement, on entre dans d'autres conseils et un autre travail qui va être un travail plus autour de la parentalité. C'est-à-dire, et moi, je pense aussi que c'est un sujet éminemment important sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais pour faire rapide, effectivement, la plupart des adolescents, encore plus s'ils ce sont des jeunes adolescents, n'ont pas tout à fait encore la capacité de s'autodiscipliner, on va dire, par rapport à leur téléphone, hein, pour des raisons d'ailleurs développementales hein, qui s'expliquent hein, scientifiquement. Et que donc les parents, ils ont un rôle pour moi de superviser l'usage de ces écrans pour la raison qu'on vient d'évoquer en rapport au sommeil. Il y a évidemment plein d'autres raisons, puisque ce sont des outils qui sont connectés à Internet, mais que, en tout cas par rapport au sommeil, souvent ce que je suggère, c'est de trouver avec l'adolescent une sorte d'arrangement, Un compromis, au un final. compromis, tout à fait, qui permet, pour limiter les risques de la tentation de reprendre le téléphone ou de le laisser avec les notifications qui arrivent, par exemple, tout au long de la nuit, parce que ça, c'est aussi un autre souci. Les adolescents qui gardent sous leur oreiller, même en mode vibreur ou en mode silencieux, leur téléphone, mais qui, du coup, sont réveillés par les petites vibrations de leur téléphone et ne peuvent s'empêcher de regarder ce qui les attend dans la notification. Les conseils Donc, parentaux, éteindre. ça peut être une idée. Ah, mais On rentrera peut-être en détail avec une autre émission, un autre sujet. Manava. Ouais. Mais pour terminer notre émission, on est déjà presque à la fin. Et Harry, est-ce qu'il y a des solutions médicamenteuses, comme par exemple, on parlait de mélatonine, est-ce qu'il y a des compléments comme des vitamines de mélatonine? Oui, oui. Alors, on l'a évoqué, il y a plein de solutions en fait finalement, hein, en fonction de l'origine de ces difficultés en lien avec le sommeil. Et oui, on peut avoir des approches qui sont, on l'a évoqué, chirurgicales, des fois en utilisant du matériel. Oui, il y a des traitements non médicamenteux, des approches non médicamenteuses, le biofeedback, la respiration, etc. Et des traitements médicamenteux qui sont divers également. Et là, donc, il faut se rapprocher de son médecin en fait hein, pour identifier quel sera le traitement le plus adapté en fonction de l'origine aussi des difficultés. Ne pas s'auto-traiter, peut-être? Oui, je pense pas. Alors, une tisane ou des choses comme ça fait, voilà,
Un Pas petit ma- effet peut-être? Voilà. Mhm. Mais effectivement, non, pas d'automédication. Du moins, je ne le conseille pas. Il vaut mieux se rapprocher d'un professionnel qualifié pour ça. Vaiana, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui sont autour de toi, que ce soit par rapport aux troubles du sommeil ou même ceux qui estiment avoir des troubles du sommeil mais qui hésiteraient à aller voir un professionnel? Je leur dirais de ne pas laisser cette affaire traîner trop longtemps parce qu'elle peut avoir un impact assez fort sur leur vie personnelle et professionnelle en termes de concentration, d'émotivité, de stress. Et du coup, peut-être comme les enfants, instaurer une petite routine, se discipliner, arrêter les écrans à telle heure et se relaxer pour entrer en phase de sommeil. Est-ce que toi, par exemple, tu as arrêté les écrans avant de faire dodo? J'essaye, j'essaye. Est-ce que finalement, ce genre de traitement, ces petites astuces qui sont, si je l'entends bien, hein, à portée de tous finalement, ça t'a, entre guillemets, changé la vie? Ah oui, 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 absolument. Je revis et en termes de productivité au travail, j'en ai gagné. Voilà, ma vie va beaucoup mieux depuis que je redors, que j'ai compris les causes aussi de ce manque de sommeil. Avec la famille aussi, donc ça va mieux Oui, plus de en général. tension, voilà, ça va beaucoup mieux. Le foyer est harmonieux. Est-ce qu'il y a un conseil, très rapidement, pour finir notre émission, Thierry, est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut donner à notre public qui estime avoir des troubles du sommeil? Allez voir un professionnel déjà? Déjà de consulter, effectivement, et si les éléments n'apparaissent pas clairement, de ne pas hésiter à consulter, de venir faire une analyse et un enregistrement du sommeil. Parce qu'en Polynésie, on est très, très préoccupé par le surpoids. Il y a une émission la semaine dernière, je crois, et les apnées du sommeil qui sont liées à toutes les pathologies associées, l'hypertension, le diabète, etc. Donc c'est vraiment très important de ne pas passer à côté, d'être certain qu'il n'y ait pas un problème de santé derrière. Nathalie, un dernier mot sur la même question. Un Alors conseil? déjà que le sommeil, c'est souvent la première chose qui est impactée quand on commence à avoir des difficultés d'ordre psychologique et émotionnel, donc ça concerne tout le monde. Puis deuxièmement, on considère que la qualité du sommeil, ça ferait vraiment partie de la base pour une bonne santé mentale. Donc ça dit l'importance en fait de ce sujet-là, puis effectivement ne pas attendre que les choses s'aggravent pour pouvoir chercher de l'aide, trouver des solutions. Et il y en a, on en a évoqué un certain nombre aujourd'hui. Et comme tu disais, briser le cercle vicieux pour essayer de mieux dormir le soir. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Il y a des sites internet pour vous aider si vous estimez que vous avez des troubles du sommeil. Donc déjà pour se renseigner, il y a familypsy.com et bien sûr aussi le site Synapse de l'Institut de Heyari. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec votre VA, votre journal en tahitien. Maruru itotato farerir a trahoma parhen et bonne nuit.